bienvenue à toutes et à tous. En effet, pour ce webinaire BAMP, et je vais me tourner vers nos intervenants, que je remercie vivement pour leur participation. Le docteur Gwenella Keromnes, qui est chef de service du centre de fertilité du groupe hospitalier Diaconès, qui est gynécologue médical et qui est également membre du conseil d'administration de la Société de médecine et de reproduction. Merci à vous pour votre présence. Madame Virginie Rio, présidente de l'association Collectif BAMP, que tout le monde connaît. On a la chance d'avoir avec nous également Céline Forel, qui est sage-femme au groupe hospitalier Diaconès, donc vous travaillez ensemble main dans la main tous les jours. Et puis on accueille également l'infirmière Asma Chadi de Patientis qui s'occupe des patients. Donc, merci à toutes les quatre. Ce que je vous propose pour commencer, c'est de passer la parole à Madame Rio. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur à la fois le collectif BAMP et nous expliquer ce qui vous a amené à initier et à soutenir cette démarche Alors, l'association Collectif BAMP a été créée en 2013 par des patients et des ex-patients de l'assistance médicale à la procréation. Et l'objectif était de donner de la visibilité aux sujets qui étaient vécus par les patients, donc à la fois les questions de parcours de soins, les questions sociétales sur la fertilité, l'infertilité. Et ça, c'était quelque chose qui avait besoin d'exister parce que c'était assez maltraité par la société, ce sujet-là de l'AMP et de l'infertilité. Donc on a créé l'association avec pour objectif de témoigner, d'informer et d'agir sur tous les sujets relatifs à l'infertilité, l'AMP, le don de gamètes et aussi la préservation de la fertilité. Donc on a une association nationale et on a des bénévoles donc, dans différentes villes de France qui organisent des rencontres, des groupes de parole ou des actions sur le territoire français et aussi à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Et cet accompagnement des patients qui fait partie des objectifs de l'association, c'est ça qui vous a amené à initier cette démarche? Oui, parce que ce que les patients nous font remonter et ce qu'on a vécu nous-mêmes, c'est la difficulté d'articuler les parcours de soins d'AMP avec la vie de tous les jours et le besoin sans cesse renouvelé d'accompagnement parce que les professionnels de l'AMP ont des rendez-vous avec les patients, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors des rendez-vous médicaux et donc les patients qui doivent faire des injections notamment ont besoin d'être conseillés, d'être orientés, d'être rassurés. Enfin voilà, il y a un vrai besoin qui est encore exprimé de façon importante. Donc une réponse à un besoin très clair. On va en parler dans un instant, mais peut-être avant d'arriver au programme lui-même, Dr Keromnes, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu comment se passe le temps hospitalier de cette prise en charge? Oui, bien sûr. Alors, quand soit un couple infertile, soit actuellement une femme seule ou un couple de femmes souhaite accéder à avoir un enfant, à la maternité, donc ils s'inscrivent au centre. Donc il y a une première consultation qui recherche les antécédents, l'examen clinique, l'histoire de la maladie. On fait des examens complémentaires pour essayer de voir d'où vient l'infertilité. Et puis on pose une indication. Parfois, l'infertilité, on n'arrive pas à trouver de raison, vraiment de cause réelle, donc on appelle l'infertilité inexpliquée. Il y a forcément une explication, mais on ne l'a pas trouvée à ce moment-là. Donc on trouve des causes différentes, soit les trompes qui ne fonctionnent pas, l'ovulation, l'utérus qui peut présenter des fibromes, des anomalies du spermogramme, qui ne permettent pas forcément une conception spontanée évidente. Bon, d'ailleurs, l'infertilité, c'est l'absence de conception au bout de 12 mois de rapports sexuels réguliers. Donc au bout de ces examens, on essaie de trouver une cause et on donne une indication de traitement. Alors les indications, il y a soit l'AMP en effet, soit chirurgie de fertilité, induction d'ovulation, ciblage des rapports sexuels. Voilà, en tout cas on va conseiller. Et quand on débouche sur de l'AMP, il y a soit les inséminations intra-utérines, avec soit sperme du conjoint ou le sperme d'un donneur, soit toutes les techniques de fécondation in vitro, FIV, ICSI, avec sperme du conjoint, avec sperme de donneur. Voilà. Donc quand l'indication est posée, après, on va prescrire le protocole de traitement au couple et on va donner donc un tas d'informations. C'est vraiment beaucoup de documents
sur les ordonnances, comment se déroule le protocole, mais avec des explications assez rapides malgré tout, parce que la durée de consultation est limitée forcément. Toutes les explications réglementaires sur l'AMP, parce que l'AMP est réglementée par la loi de bioéthique, par les règles de bonne pratique. Donc il y a des sérologies à prescrire, un spermogramme, il y a des consentements à signer, le fait d'attester qu'on est en couple, marié, etc. Donc il y a beaucoup de choses réglementaires. Et donc ensuite, il va falloir que la femme ou le couple rencontre l'anesthésiste en vue de la ponction et aussi le biologiste de la reproduction qui va mettre en œuvre l'AMP au niveau biologique, l'embryon. Et donc, si je comprends bien, pendant le protocole que vous allez mettre en place, il y a un temps de stimulation, un temps de ponction. Quelles vont être les différentes grandes étapes? Donc ensuite, quand le protocole commence, c'est que vraiment le dossier est à jour, tout est OK. Il y a un temps de stimulation qui va durer une douzaine de jours à peu près, où là, il va y avoir des injections quotidiennes de gonadotrophine à réaliser. Ça permet de faire grossir les follicules ovariens qui contiennent les ovules qui sont attendus ensuite lors de la ponction. Puis il y a le temps de ponction, ponction des ovules au bloc opératoire, sous anesthésie locale, plus ou moins sédation. Le même jour, il y a le recueil de sperme du conjoint, quand il y a un conjoint. Et puis ensuite, c'est le laboratoire qui prend le relais, qui va faire la technique de FIV. FIV classique, on met au contact les gamètes. FIV avec micro-injection, on va micro-injecter dans chaque ovule mature un spermatozoïde fringant. Et puis ensuite, il y a le développement embryonnaire in vitro. Et puis ensuite, quand on espère obtenir plusieurs embryons qui peuvent être transférés. Donc on transfère un embryon en général et on peut congeler les autres embryons qu'on obtient suite à cette ponction. Et à l'issue de ce transfert, il y a une phase d'attente, d'anticipation qui est importante. Il y a une phase d'attente qui est difficile. C'est l'attente pour avoir le résultat du test de grossesse. Donc le transfert d'embryon se fait souvent 5 jours après la ponction et le test de grossesse 15 jours après la ponction. Donc il y a une attente d'une dizaine de jours environ qui est très difficile parce qu'on ne sait pas du tout si ça a marché ou pas. En plus de ça, il y a eu beaucoup de différentes étapes où les patientes étaient assez accompagnées médicalement pendant la stimulation, la ponction, le transfert et après, plus rien pendant ces 10 jours d'attente. C'est la grande attente, on pourrait l'appeler, qui est quand même très difficilement vécue par les patients. Et ensuite, il y a le test de grossesse où là, on sait si ça va fonctionner ou pas. Donc on pourra revoir dans un instant, pendant cette période d'attente, quel est le rôle des équipes, de l'infirmière, des équipes hospitalières. Ces équipes hospitalières, merci beaucoup, ces équipes hospitalières, elles sont pluridisciplinaires. Il y a des sages-femmes. Céline Forel, est-ce que je peux me retourner vers vous et vous demander en fait de nous décrire quel est votre rôle pendant ce temps hospitalier d'accompagnement des patients ou des patientes? Bien sûr. C'est vrai que le rôle de la sage-femme, il est vraiment prépondérant avec les patients pendant leur parcours en AMP. On va participer à la mise en place des traitements en fonction de ce que le médecin a prescrit dans le protocole. C'est-à-dire qu'on va donner en fait aux patients la date de début des injections, la date de leur rendez-vous pour les échographies, les prises de sang. On va bien sûr participer à tout ce qui va être le champ de l'éducation thérapeutique parce qu'on va organiser des consultations pour expliquer comment faire les injections. Il faut savoir qu'en France, c'est quand même assez difficile d'avoir des infirmières qui viennent à domicile pour faire les injections, vu que ce sont des injections qui se font souvent le soir. Et il y a de moins en moins d'infirmières libérales qui travaillent le soir. Donc nous, on va vraiment avoir ce rôle de montrer comment les injections se font pour vraiment un petit peu les rassurer, les mettre en confiance, parce que c'est un grand moment, c'est le début du traitement, c'est le début d'une grande aventure pour obtenir, si possible, derrière une grossesse. Et donc c'est vrai que nous, on a ce rôle-là. On va participer aux échographies de monitorage ovarien donc les matins pour suivre en effet la croissance des follicules. On va aussi être là pour les résultats des bêta-HCG, c'est-à-dire on va participer avec eux dans l'annonce ou le suivi, à savoir est-ce que le résultat est négatif et positif. Et si on a de la chance... Pardonnez-moi, les bêta-HCG, donc on parle du test de grossesse. Oui, c'est le test de grossesse, tout à fait. C'est la prise de sang qui permet de savoir si on est enceinte ou pas. Et si du coup cette prise de sang a la chance d'être positive, on va organiser les échographies de localisation précoce pour savoir si la grossesse est bien implantée et si elle est viable. Donc on a vraiment un champ d'accompagnement qui est assez large.
Cependant, malheureusement, tous les centres ne sont pas dotés du même pourcentage de sages-femmes. Il y a des centres qui en ont plus que d'autres et du coup qui ont plus de temps à dédier aux patients. On reçoit aussi les mails et les coups de téléphone pour répondre à des questions sur différents points pendant le parcours. Formidable, merci infiniment. On voit bien que cette approche elle est extrêmement structurée, technique, il y a un encadrement médical très fort, mais il y a aussi des temps à la maison. Donc, comme vous l'avez très bien dit, on n'a pas cet encadrement. Madame Riot, si je reviens vers vous, voilà, comment est-ce que vous en êtes venu à proposer, à avoir cette initiative Comme l'a dit le docteur Keromnes, la stimulation peut durer 10 jours. Donc il y a des rendez-vous à des moments précis à l'hôpital, mais il y a aussi tout le temps de l'autonomie du patient, où il est chez lui, et il doit gérer quelque chose de très important, c'est les injections d'hormones. Et ça, c'est très anxiogène parce qu'il est responsable potentiellement d'une erreur ou de sa réussite. Enfin voilà, il y a un enjeu très très fort à ce moment-là, mais le patient est tout seul. Donc on n'a pas forcément d'infirmière qui vient faire les piqûres, et les infirmières ne sont pas forcément formées à l'AMP et à tout ce que ça implique. Et donc ça, c'est ce moment-là, là, des 10 jours de stimulation, et puis après les 10 jours d'attente, sont des moments de grande solitude, où les patients peuvent vite se retrouver en détresse, et finalement de proposer le dispositif, c'est amener un élément supplémentaire pour rassurer, encadrer et bien accompagner les patientes. Et les conjoints aussi, parce que les patientes et voilà. Les accompagnants. Voilà, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes aussi qui s'investissent dans les injections, par exemple, et puis ils sont surtout très investis dans les projets de parentalité. Et ils ont aussi envie que ça réussisse, et ils ont aussi envie que leurs conjointes vivent ce temps d'une façon meilleure que ce qu'on peut connaître, parce que c'est vraiment un moment très anxiogène. Merci beaucoup. Donc ça nous amène à parler maintenant plus spécifiquement de cette action d'accompagnement qui a été conçue par un comité scientifique pluridisciplinaire. Donc on a eu la chance d'avoir dans le groupe à la fois Céline Forel, d'avoir Madame Riot, d'avoir le Dr Gwenala Keromnes, mais était également présent le Dr Michael Agopian, qui est gynécologue médical, chef de service MP au CHU de Nancy. On avait également Claire Naudin, qui est psychologue au CHU de Nantes. Vous voyez que c'est vraiment pluridisciplinaire et qu'on a approché la problématique par tous les angles. Et puis le professeur Thomas Fréhour, qui est pharmacien biologiste, chef de service de médecine de la reproduction, également à Nantes. Donc ce comité scientifique s'est réuni à plusieurs reprises pour concevoir un protocole d'accompagnement. On demandera dans quelques instants à Asma Chadi de nous le présenter. Cette action d'accompagnement, elle est mise en œuvre donc par Patientis, dont je suis le directeur général, je suis médecin de formation, et Patientis, en quelques mots pour vous expliquer qui nous sommes. C'est une structure qui existe depuis une vingtaine d'années. On est spécialiste des actions d'accompagnement, des programmes d'accompagnement des patients, avec une centaine de professionnels de santé, une quarantaine d'infirmières qui suivent des patients. Ça représente environ 250 000 interactions patients par an, et ça représente une cinquantaine de programmes. Donc voilà, une structure établie qui existe depuis longtemps, avec de nombreux clients dans différents domaines, notamment les pouvoirs publics, et on en est particulièrement fiers puisque c'est nous qui gérons par exemple Novembre sans tabac, donc c'est nous qui gérons depuis une dizaine d'années Tabac Info Service. Donc voilà, une structure dédiée, un programme qui a été conçu par un comité scientifique, et je vais maintenant me tourner vers Asma Chadi, qui est infirmière, une des infirmières de Patientis, et qui va nous décrire plus en détail ce programme. Alors, je vais d'abord me présenter ce que je fais chez Patientis. Donc, je suis infirmière depuis maintenant 3 ans. J'ai travaillé par le passé 2 années en milieu hospitalier, et ça fait maintenant 6 mois que je travaille chez Patientis. Donc mon rôle, c'est d'appeler quotidiennement des patients
pour les aider à gérer au mieux leur traitement, les suivre dans leur maladie. Et c'est ce que je vais faire dans l'action d'accompagnement. Donc les objectifs principaux du programme, ça sera de soutenir les patientes, d'être là à des moments clés de leur parcours d'AMP. Donc elles pourront nous joindre du lundi au dimanche de 9h à 22h. Via un numéro vert si elles ont la moindre question, la moindre interrogation, si elles ont des doutes, si elles ont besoin de soutien. On va aussi avoir des appels programmés, ça sera des appels programmés tout au long du parcours à différents moments clés du parcours. Et le deuxième objectif sera aussi de faire le lien avec le milieu hospitalier. Donc, on aura, les médecins qui prescrivent les traitements pour les patientes auront accès à un extranet sécurisé sur lequel ils pourront retrouver tous les comptes rendus de suivi. On pourra aussi, via cet extranet, envoyer des alertes aux médecins si on estime que certaines patientes sont en détresse psychologique. Donc, il y aura une alerte qui apparaîtra sur leur extranet et ça leur accompagner le milieu hospitalier dans les parcours d'AMP va leur permettre de se décharger d'une certaine charge de travail qu'ils ont. Donc je vais vous présenter aussi comment va se dérouler un cycle de suivi. Donc tout cycle de suivi, comme dans tous les autres programmes sur lesquels je travaille, commence par un appel de validation d'inscription. Donc c'est à la réception du consentement que nous a envoyé le médecin. Donc on contacte la patiente. C'est un appel qui dure assez longtemps parce qu'on recueille différentes informations sur les antécédents de santé. Donc c'est un appel sur mes autres programmes qui peut durer jusqu'à 45 minutes, 1 heure. Ça nous permet également d'évaluer l'autonomie de la patiente. Donc par la suite, il y a d'autres appels de suivi tout au long toujours du parcours. Donc il y a un appel après le premier monitorage ovarien, toujours pour savoir si tout se passe bien, pour soutenir la patiente, pour répondre à ses questions ou l'orienter vers les professionnels de santé qui pourront répondre à ces questions-là. S'il y a un transfert, parce que ça peut arriver qu'il n'y a pas de transfert après la ponction, on appelle la patiente pour savoir le nombre d'embryons qui ont été transférés ou s'il y a eu des embryons qui ont été congelés. Ensuite, il va y avoir du coup une dizaine de jours après, quinzaine, le test de grossesse. Donc il y a une bonne période d'attente entre le transfert et le test de grossesse. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va intervenir pour soutenir la patiente parce que c'est un moment long où elle attend soit seule, soit avec un conjoint ou une conjointe. Et ça nous permet de la soutenir, d'évaluer s'il y a une détresse psychologique ou pas. Permettez-moi d'interrompre. Madame Rio, et donc toutes les trois, vous faisiez partie du comité scientifique. C'était une découverte pour moi de vous entendre toutes et tous être tout à fait d'accord sur le fait que c'est pas tant un accompagnement au moment du résultat du test de grossesse, mais plutôt dans l'anticipation, et qu'il y a une période de détresse à ce moment-là qui peut s'instaurer, et que c'est un moment particulièrement clé. Il ne faut pas attendre d'avoir la réponse. C'était bien ça? Oui, en effet, c'est vrai que les protocoles d'AMP sont des protocoles qui sont très encadrés médicalement. Les couples ou les patients sont très suivis. On les appelle après les examens pour leur dire la conduite à tenir, pour continuer à les guider. Et après ce grand vide qui est décrit par les couples ou les patients seuls, de se dire, bon, bah, tout d'un coup, il n'y a plus d'examen, il n'y a plus de coup de téléphone, il y a juste une attente. Je pense que... Oui. Bah, c'est ce besoin de recréer du lien en fait dans un projet qui est un projet humain. C'est essayer de faire des enfants dans un contexte difficile qui est l'infertilité et puis l'AMP qui est quand même quelque chose de difficile. Donc, et avec des professionnels qui sont formés et qui ont une expertise de l'AMP justement, puisque le comité scientifique, on a pu croiser les différentes approches et de vraiment faire entendre ce qu'était cette situation-là du point de vue des professionnels et puis du point de vue des autres professionnels qui s'occupent des patients et des patients. C'est-à-dire un vrai besoin de lien, de contact, d'échange. Et un programme qui a été vraiment conçu autour des besoins du patient ou des patientes spécifiquement. Madame Chadi, peut-être une dernière question sur cette prise en charge.
comment ça se passe? Quelle est la relation que vous avez avec les équipes hospitalières et comment vous répartissez un petit peu vos rôles? De temps en temps, des patients vous posent des questions qui sont des questions assez techniques. Ils ont vu sur Internet que le dosage de stimulation était le double ou qu'il fallait le faire pendant X jours et pas ce qu'on leur avait donné. Comment ça se passe dans ces cas-là? Vous répondez à ces questions? Comment vous gérez? Alors, dans ces cas-là, quand c'est des questions médicales, on ne peut pas répondre à ces questions parce qu'on n'a pas forcément les réponses et on ne veut pas donner non plus des fausses réponses aux patientes. Donc, on peut les réorienter vers leur médecin prescripteur, vers leur gynécologue ou vers leur sage-femme. Et on peut envoyer également des alertes aux médecins ou appeler directement les médecins parce qu'on a des fiches médecins qui seront reliées aux fiches de nos patientes et on aura les coordonnées de nos médecins pour pouvoir répondre au mieux à la patiente et pas donner des réponses qu'on n'a pas forcément. Des médecins ou des infirmières du service ou des sages-femmes. L'équipe hospitalière en général. L'équipe hospitalière. Très bien. Merci beaucoup. Avant de passer peut-être à toute phase de conclusion, je voulais rappeler que une action d'accompagnement, c'est une conception. Et donc ça a été l'initiative du collectif BAMP. Je vous remercie parce que sans vous, il n'y aurait pas eu d'action d'accompagnement. Un comité scientifique qui a conçu la démarche, une structure qui met en œuvre, donc ici Patientis, mais tout ça ne serait pas possible sans le soutien institutionnel de Ferring, qui a bien voulu accepter, à qui vous avez proposé de soutenir cette démarche et donc apporte son soutien institutionnel. On les remercie vivement. Pour passer peut-être à la conclusion de ce webinaire passionnant, on voudrait rester des heures, mais voilà, on va essayer de conclure. Docteur Caronès, comment ça se passe aujourd'hui, les taux de succès? On a beaucoup parlé d'accompagnement, mais en réalité, c'est quoi l'aboutissement pour une partie de ces patientes? Alors, les taux de succès en national en France, c'est 25% d'accouchement par transfert d'embryon frais et 20% d'accouchement par ponction ovocitaire, par ponction de FIV. Donc, les taux de succès sont modérément bons. Et il y a au final, en bout de parcours, il y a que 55% des couples qui ont un enfant suite à l'AMP. 55%, alors ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas d'enfants spontanément après, mais en tout cas, ça marche que dans 55% des cas. Et par ailleurs, il y a des abandons d'AMP après le premier cycle dans quasiment 30% des cas. 30% des couples qui commencent un parcours d'AMP abandonnent alors qu'ils peuvent avoir un bon pronostic en AMP après une FIV qui n'a pas abouti. Et alors, pourquoi les couples abandonnent ? C'est souvent qu'ils ont estimé trop douloureux, trop difficile, trop stressant, trop anxiogène ce protocole, ce parcours, et qu'ils abandonnent malheureusement l'AMP, alors que dans certains cas, ce sont des bons pronostics, ils auraient pu obtenir la grossesse suite à une deuxième AMP par exemple. Madame Forel, vous confirmez en fait cette situation un peu paradoxale. Oui, tout à fait. On a vraiment beaucoup de patients qui nous rapportent qu'il y a des difficultés énormes, que ce soit sur le côté médical avec les hormones, le protocole, le traitement, mais aussi tout ce qui touche autour à l'AMP. Et c'est vrai que ça fragilise des couples, ça fragilise des vies. Et du coup, ce sont des personnes qui n'ont pas la force de recommencer malheureusement et qui abandonnent. Merci. Du coup, je vais passer la parole à Madame Riot pour conclure. Madame Riot, quel message de soutien vous pourriez apporter à ces couples, à ces femmes qui entreprennent donc ce parcours, qui est un parcours difficile, et en quoi on peut les aider dans cette démarche? Moi, je pense que c'est un chemin au long cours. Alors, il y a des gens qui abandonnent évidemment, mais bon, c'est leur choix. Mais il y a aussi des gens qui répètent les tentatives et il faut les accompagner. C'est-à-dire il faut leur proposer quelque chose qui va alléger un peu cette répétition sur le long terme. Il faut pouvoir tenir sur le long terme. Et ça, c'est pas forcément évident, mais je me dis qu'avec un outil comme ça, qui vient s'ajouter à ce qui existe déjà dans les services, des groupes de parole dans les services, des psychologues dans les services, les sages-femmes et tout ça, c'est un outil supplémentaire qui va pouvoir aider les gens à vivre sur le long terme ce parcours qui n'est pas forcément simple. Et ça, je trouve que c'est une petite lueur positive dans cette difficulté de la vie qui est l'infertilité, et je trouve que c'est vraiment très intéressant. J'invite les personnes
à en parler à leur médecin, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que les gens vont s'engager dans ce dispositif parce qu'ils en auront envie et parce que leur médecin leur aura proposé, et ça peut aussi recréer du dialogue, et je pense peut-être apaiser un peu des fois les relations qui peuvent être un peu compliquées parce qu'il y a beaucoup de tensions, de pression dans la vie des patients, et donc des fois la relation avec le médecin est pas forcément adéquate, on va dire, et puis les médecins, eux, de leur côté, ont leur contexte de travail ils n'ont pas beaucoup de temps à accorder, alors que les patients aimeraient plus de temps. Enfin voilà, je trouve que ça apporte une réponse complémentaire qui peut être vraiment très pertinente pour les personnes en parcours d'AMP, parce que c'est sur du long terme et ça impacte vraiment la vie très profondément. Donc si je comprends bien, et en conclusion, un programme qui est disponible, qui est gratuit bien entendu, qui se fait avec l'accord des patients, proposé par les médecins. Donc si je suis patiente ou dans un couple, je peux contacter l'association Collectif BAMP. Je peux également, on aura le numéro de téléphone des infirmières du programme qui va s'afficher, c'est un numéro vert, c'est gratuit, donc on peut appeler l'infirmière ou une des infirmières pour avoir plus d'informations, qui pourra à son tour contacter les équipes médicales pour donner tous les éléments pour les inscriptions. Si on est médecin, si on est sage-femme, infirmière, on peut également soit contacter BAMP ou contacter l'infirmière pour avoir des informations. Et puis on est là pour mesurer également l'impact. Donc le comité scientifique va se réunir à nouveau et on espère très bientôt refaire un webinar et vous présenter dans quelques mois des résultats qui inciteront encore plus. Madame Briot, je crois que nous avons reçu quelques questions web pendant le webinar. Est-ce que vous pouvez peut-être les partager avec nous ? Alors, il y avait une question sur la sécurité des données, parce que c'est un dispositif où il y a de l'échange de données. Donc, je pense que vous êtes expert pour nous répondre. Tout à fait. Alors, ce sujet-là. C'est un point qui est très important. On échange des données de santé. La première chose, c'est que ces données de santé, c'est la loi RGPD. Les patientes peuvent y avoir accès à tout moment et donc peuvent exercer leur droit de les modifier, de les faire supprimer. Ces données, elles sont en fait hébergées chez un hébergeur agréé données de santé. Ça répond en fait aux exigences légales françaises. Et puis surtout, et on nous le demande assez souvent, qu'est-ce que vous faites de ces données ? Comment elles vont être exploitées ? Alors je vous rappelle, et c'est encore une fois la loi française, ces données, elles appartiennent exclusivement aux équipes médicales et aux patients, en l'occurrence les patientes, et donc elles ne peuvent pas être exploitées. La seule chose qu'on peut faire, c'est les recueillir et les transmettre aux équipes médicales. Et d'ailleurs, après plusieurs années, quand les programmes s'arrêtent, ces données sont détruites. D'ailleurs, on rappelle bien aux équipes médicales qu'il faut les garder s'ils en ont besoin par la suite. Donc voilà, des propos en fait très rassurants parce que c'est très encadré. Alors, il y avait une autre question sur combien de fois on peut bénéficier du dispositif. Docteur Caromnes, peut-être sur ce sujet. Combien de cycles ? Oui. Alors, je crois qu'on avait dit qu'il y avait 3 cycles possibles d'accompagnement. Parce que, par exemple, donc c'est vrai qu'en AMP, il peut y avoir un cycle de FIV. Si ça ne fonctionne pas, il peut y avoir un cycle de transfert d'embryon congelé, par exemple, par la suite. Et ça peut également ne pas fonctionner. Et donc, il peut y avoir un nouveau cycle, soit de transfert d'embryon congelé, soit de FIV ensuite. Et donc, je crois qu'il avait été convenu que 3 cycles pouvaient être pris en charge pour un même patient. Oui. Et Madame Chady, comment ça se passe ? C'est la même infirmière tout au long du parcours ? Alors, sur le programme, on sera 2 infirmières, donc une collègue et moi-même. On suivra les patients tout le long du programme, donc elles auront toujours 2 interlocuteurs de notre côté. Donc, elles seront suivies de très près par nous-mêmes. On aura les mêmes patientes et on aura toutes les infos sur elles. Donc, on les suivra pendant un cycle, peut-être 2 ou peut-être 3, c'est aussi selon ce que veulent les patientes, si elles veulent continuer ou pas, mais on peut aller jusqu'à 3 cycles. D'accord, et donc un suivi personnalisé, Oui. c'est toujours la même infirmière, sauf Oui. congé qui suit Exactement, c'est la même toujours patiente. la même infirmière qui suit la même patiente, donc on crée un certain lien avec elle, vu qu'on l'appelle assez régulièrement, donc ça lui permet de s'ouvrir à nous plus facilement et de nous dire ses angoisses, ses peurs, et également ça permet à, si la patiente n'est pas seule, si elle est accompagnée d'un conjoint ou une conjointe, ils pourront aussi s'adresser à nous. On sera là aussi pour les aider et les aiguiller. Et le comité scientifique avait souhaité également qu'il n'y ait pas un arrêt brutal d'accompagnement, donc on est sur le principe
de laisser ce numéro vert disponible après un succès ou après un échec. L'idée, c'est que, ou après un 3e cycle, voilà, les appels programmés ont été réalisés, mais le numéro vert, il reste disponible. Et on a l'habitude sur les programmes comme ça d'avoir des patients qui continuent à nous joindre, à joindre les infirmières. Donc, quand on présente le programme, on prévient le patient la patiente qu'elle peut sortir à tout moment du programme, que c'est pas obligatoire de rester dans le programme, mais que si besoin, il y a un numéro vert, on lui redonne les heures d'ouverture, donc de 9h à 22h tous les jours de la semaine, et elle peut nous appeler à n'importe quel moment pour n'importe quelle question. C'est très flexible, Oui. On peut sortir à tout moment, Oui. Mais on peut rester aussi. On peut rester aussi. Très bien. Alors, il y avait encore une petite question sur quelqu'un qui demandait où est-ce qu'on peut avoir toutes les informations relatives à ce dispositif. Encore une fois, le numéro vert, également des informations qu'on va retrouver sur votre site, avec ce webinaire qui est une bonne façon d'introduire les choses. Et on n'a pas parlé d'une application qui va être disponible, une application, donc une app pour les smartphones, dans lequel on va pouvoir retrouver à la fois des informations sur ce programme, mais également pour les personnes qui participent, avoir des éléments personnalisés sur le parcours de soins, mais également des conseils assez généraux sur la prise en charge et sur les conseils en attente d'une grossesse. C'est un bon point, merci de nous l'avoir rappelé. Et puis moi, en tant qu'association de patients, je voulais remercier le laboratoire Ferring qui nous permet de faire exister cet accompagnement qui est pour nous une vraie nécessité et un vrai plus pour les patients, d'autant plus avec des infirmières disponibles sur des sur des périodes très... C'est vraiment qualitatif, vous voyez, c'est pas... Avec ça, c'est très intéressant. Écoutez, merci à toutes les quatre, c'est à la fois passionnant, on est impressionnés. Merci à Ferring encore, et on vous retrouve avec grand plaisir très bientôt.